Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, bonjour. Salut, ça a l'air difficile de stationner autour de la place Bonaventure? Ben oui, nous a encore enlevé des stationnements à la ville de Montréal. Ils sont bien sans dessin. Et en passant, hier, je suis super avec mon frère et ma mère, puis mon frère m'a dit, je vais au quartier latin, tu regardes pour aller, pour stationner, aller voir un film, stationnement à 2 piastres, à 2 heures. À 2 heures, ouais. À 2 heures. Marc Cassivi a écrit ça dans la presse, puis tout le monde est assis sur ses pouces à la ville de Montréal, à s'obstiner à fouiller dans les courriels du vérificateur général, au lieu de s'occuper des choses courantes, bande de tartes de sans dessin. Il n'y a pas grand-chose à faire là. Tu veux nous parler de quoi aujourd'hui, mon cher Christian? Ben, tu vois, la semaine dernière, on a passé en revue quelques articles, quelques faits divers qui ont marqué la presse en ce début d'année 2011, des faits divers à caractère insolite. Et on a terminé la chronique en parlant d'un manuscrit très mystérieux qui s'appelle le manuscrit de Voynich. Et curieusement, j'ai été surpris de voir que beaucoup de nos auditeurs ne connaissaient pas l'existence du manuscrit. Moi non plus. Mais le sujet a soulevé énormément d'intérêt et on m'a écrit, on m'a dit, est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Où il est? Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'on sait? Alors j'ai dit, tiens, on va prendre quelques minutes pour revenir sur cette nouvelle du manuscrit de Voynich parce que comme tu vas le voir, c'est quelque chose de vraiment fascinant. Donc on va commencer par un petit cours d'histoire. Donc, on retourne, nous sommes en 1912 aux États-Unis. Il y a à ce moment-là un collectionneur de manuscrits anciens qui s'appelle Wilfrid Voynich. Il parcourt le monde et achète de vieux manuscrits qu'il revend ensuite sur le marché des antiquaires. Alors Voynich se retrouve en Italie et bon, évidemment, lorsque l'on cherche des manuscrits anciens, la meilleure place, ça reste les monastères et les abbayes. Parce que je ne sais pas si tu as vu le film Au nom de la rose. Oui, ça fait longtemps. Donc tu vois dans ce film-là, on est en plein milieu, on est dans ce milieu de ces copistes qui reproduisent les manuscrits anciens. C'était avant l'invention de l'imprimerie là, par Gutenberg au milieu du 15e siècle. Donc tous les manuscrits étaient faits à la main. Et comme les érudits étaient souvent des hommes d'église, des ecclésiastiques, c'était à eux qu'on confiait la tâche de reproduire ces manuscrits. Donc Voynich, qui est un collectionneur de manuscrits anciens, se rend donc en Italie, où là il va se trouver dans la région de Rome, dans un abbaye de moines franciscains, et on lui propose à ce moment-là une boîte qui contient un ensemble de manuscrits très anciens. Voynich en voit un qui lui paraît assez curieux. Lorsqu'il le feuillette, il s'agit d'un document, il faut bien le dire, qui compte, si ma mémoire est bonne, c'est 102 feuillets, donc imprimés de chaque côté, donc 204 pages. Et le manuscrit est fait en 4 parties. On a une première partie qui semble être une sorte d'herbier. On a des dessins, des reproductions de plantes, etc., et des descriptions. Une deuxième partie qui semble plus astronomique. On retrouve des symboles du zodiaque et des descriptions d'étoiles, des trucs comme ça. La troisième partie est une partie que je dirais biologique, On retrouve des dessins, par exemple, de femmes enceintes qui sont plongées dans des sortes de bassins reliés les uns aux autres par un système de tubes assez complexe. Et une quatrième partie où l'on retrouve des épices, des descriptions de plantes et de racines, donc une sorte de grimoire de recettes de médicaments, on sait trop. Et l'écriture, ce qui frappe Voynich à ce moment-là, c'est l'écriture. Il pense d'abord à un manuscrit écrit en sanskrit, donc une sorte d'écriture là en cursive. Et Voynich donc le liste comme ça, un manuscrit écrit en sanskrit et se porte acquéreur de l'ensemble des manuscrits de cette boîte. Il revient aux États-Unis, et là, lorsqu'il le soumet ou le propose à des experts, très rapidement, on constate que non seulement les dessins de plantes ou de systèmes solaires ou de machines où on retrouve ces bassins avec les femmes ne correspondent absolument à rien de connu sur Terre. Ces plantes-là n'existent pas. Et plus curieux encore, l'écriture du manuscrit n'existe pas non plus. Ce n'est pas une écriture arabe, ce n'est pas une écriture sanscrite, c'est une écriture qui n'existe tout simplement pas. Et le manuscrit de Voynich va devenir le manuscrit, le document le plus mystérieux au monde. Et avec l'avènement de nouvelles sciences, l'informatique, etc., dans les années 60, 70, des cryptographes vont s'attaquer au manuscrit de Voynich pour essayer de le déchiffrer. Et personne n'arrivera jamais à comprendre cette écriture. La seule chose que les experts savent de façon certaine, c'est que l'écriture répond à des règles de grammaire et à des règles de syntaxe. Par exemple, si on voit un symbole X ou Y là, devant un mot, le même mot va être terminé par un autre type de symbole. Donc, à chaque fois que cette séquence revient dans le manuscrit, on retrouve les mêmes codes, les mêmes syntaxes, on peut dire, sans savoir exactement à quoi ça correspond. Dès le départ, on savait que le manuscrit de Voynich était très ancien.
On avait fait une analyse sur le papier, sur l'encre, et on le situait entre la fin du 13e, début du 14e siècle et à peu près le milieu du 15e siècle. Alors évidemment, la fourchette était très grande, et là, on avait plusieurs suspects. Parce que bon, évidemment, on se dit, si quelqu'un a écrit ce manuscrit, il devait bien servir à quelqu'un et il devait être destiné à quelqu'un. Lorsque l'on écrit un livre, c'est qu'on souhaite que quelqu'un le lise. Mais qui pourrait lire un livre écrit dans une langue qu'on ne connaît pas? Alors on s'est dit, il devait y avoir certainement des érudits qui se sont amusés à produire le manuscrit de Voynich. Est-ce que le manuscrit de Voynich est une sorte d'arnaque faite par un érudit? Alors il y avait deux noms qui revenaient régulièrement. Le nom de Roger Bacon. La semaine dernière, j'ai mentionné Francis Bacon. C'était un lapsus de ma part. C'était en fait Roger Bacon. C'était un théologien qui a vécu dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. C'était un homme, c'était un grand érudit. Il s'intéressait à la chimie, les mathématiques, l'astronomie, etc. Et il s'était mis un peu à dos l'Église. Et là, on a supposé que Bacon avait pu écrire le manuscrit de Voynich en utilisant une écriture tout à fait inventée et dont un code peut-être accompagnait le manuscrit qu'on aurait perdu avec les années, qui aurait permis de le déchiffrer. Le deuxième candidat était évidemment Léonard de Vinci. D'ailleurs, ce qu'on avait remarqué, c'est que les dessins de plantes qu'on retrouve dans le manuscrit de Voynich ressemblent effectivement à des dessins de plantes qu'on retrouve dans des manuscrits du Moyen Âge ou du début de la Renaissance, et notamment des manuscrits italiens, où on retrouve, je dirais, la stylistique de la plante ressemble étrangement aux plantes qu'on retrouve dans le manuscrit de Voynich. Alors on s'est dit peut-être Léonard de Vinci, le jeune Léonard de Vinci, aurait pu produire un manuscrit comme celui-là. Évidemment, sans répondre à la question pourquoi et pour qui. Donc, c'est pourquoi j'écris un manuscrit écrit dans une langue inconnue, pourquoi dessiner des plantes qui n'existent pas, et bien sûr, destiné à qui. Et là, soudain, coup de théâtre, une analyse effectuée en début d'année par l'Université de l'Arizona, au Carbone 14, sur la couverture du manuscrit. Évidemment, ici, il faut tempérer. Je dis bien la couverture du manuscrit parce que rien ne prouve que la couverture et le manuscrit datent de la même époque. On le sait, le manuscrit, peut-être qu'on avait les feuilles et qu'on les a rassemblées plus tardivement à l'intérieur d'une couverture en cuir. Ou peut-être que la couverture d'origine, étant trop abîmée, on l'a éventuellement reliée de nouveau. Mais il est raisonnable de croire que la couverture et le manuscrit doivent dater à peu près de la même époque. Et l'analyse effectuée par les laboratoires de l'Université de l'Arizona, les mêmes d'ailleurs qui en 1988 avaient fait l'analyse au carbone 14 du célèbre suaire de Turin. Donc eux arrivent à la conclusion que le manuscrit de Voynich a été écrit dans la première moitié du 15e siècle. Coup de théâtre, c'était la pire date à laquelle on pouvait dater le manuscrit. Pourquoi? Parce qu'il arrive trop tard pour avoir été écrit par Roger Bacon, qui a vécu dans la deuxième moitié du 13e siècle, et beaucoup trop tôt pour avoir été fait par Léonard de Vinci, qui lui a vécu surtout dans la deuxième moitié du 14e siècle. Alors on tombe dans un vide. On n'a plus de candidats pour la nature ou l'écriture du manuscrit de Voynich. Ce qui est d'autant plus intéressant dans le manuscrit de Voynich, c'est quand même quelque chose... Mais on sait toujours pas ce que ça contient, là. Ça peut être un livre de recettes. Ah ouais, ça peut être un livre de recettes, ça peut être comment refiler des bonnes nylons, ça peut être des sottises complètes. Absolument, on n'a aucune idée de ce que c'est. Mais il y a quand même des petites... Il y a quand même une curiosité qui n'est pas piquée des vers. Dans le manuscrit de Voynich, à la page 68. D'ailleurs, je tiens à mentionner que pour nos auditeurs qui seraient curieux, j'ai demandé à Larry, le manuscrit de Voynich aujourd'hui est conservé à l'université Yale, dans la collection des manuscrits rares et anciens, et l'université Yale ont mis en ligne le manuscrit, donc on peut le consulter page par page, et j'ai demandé à Larry de mettre sur le site du 98.5 le lien Internet pour que les auditeurs puissent aller consulter le manuscrit s'ils le souhaitent. Mais je vais te mentionner une petite curiosité dans le manuscrit qui porte à réfléchir. La première description d'une galaxie en spirale date de 1612. Elle a été faite par un astronome allemand du nom de Simon Marius. Or, curieusement, dans le manuscrit de Voynich, à la page 68, on a le dessin d'une galaxie en spirale. Pourtant, le manuscrit de Voynich a été écrit 200 ans avant que Simon Marius fasse sa première observation. Et sans un télescope, comment aurait-on pu voir une galaxie en spirale et la décrire? Et pourtant, on a cette description dans le manuscrit de Voynich. D'après toi, ça vient d'où?
Ouais, là, c'est la grande question, hein, parce que, évidemment, les gens qui s'intéressent aux histoires d'extraterrestres vont te dire le manuscrit de Voynich a été fait par un extraterrestre. Évidemment, c'était peut-être pas l'extraterrestre qui tenait la plume, mais l'information qui a été véhiculée, la langue pourrait être une langue d'origine extraterrestre, avec des descriptions d'objets ou d'artefacts d'origine extraterrestre. C'est bon, évidemment, Mais tu sais, si t'as des extraterrestres qui sont capables de s'en venir ici, ils sont capables d'écrire sur autre chose que du papier. ouais, il y aurait certainement donné plutôt un hologramme, hein, ou quelque chose comme ça. Ou Donc, une disquette. ouais, donc, ouais. pourquoi le manuscrit de Voynich? La question est très difficile et c'est sûr que depuis qu'on connaît l'existence du manuscrit, c'est une question qu'on s'est posée 1000 fois. Tu sais que dans le domaine de la littérature, par exemple, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des fous littéraires. Donc, des gens qui se sont inventés des histoires complètes. Je pense, par exemple, je vais te donner une histoire assez célèbre dans le milieu des fous littéraires. C'est l'histoire d'un dénommé Kirk Allen. Kirk Allen travaillait dans les laboratoires de Los Alamos dans les années 50. C'était un ingénieur. C'est un individu qui fonctionnait très, très bien en société. On a parlé juste notre invitée précédente, elle nous parlait de la schizophrénie, tout ça. Et ce Kirk Allen, donc, travaillait dans les laboratoires de Los Alamos, mais lorsqu'il rentrait chez lui, il devenait le héros d'aventures fantastiques aux confins de l'univers. Il a écrit des milliers de pages racontant ses histoires. Il avait inventé des langages et éventuellement, lorsqu'il est décédé, on a découvert tout ça. Donc, on a découvert que chez ce bonhomme-là, il y avait ce besoin de créer des idées fantastiques. Est-ce que l'auteur du manuscrit de Voynich n'aurait pas été un fou littéraire de l'époque de la Renaissance? Et on est aujourd'hui aux prises avec un manuscrit qu'on essaie de déchiffrer, mais qui n'a peut-être rien à dire finalement que les plaisirs de ce bonhomme-là qui pendant des années s'est amusé à écrire ce qui est devenu le plus mystérieux manuscrit de tous les temps. Ça a plus de sens. Oh oui, je pense aussi, je pense. Oui. L'explication la plus simple est souvent la meilleure. Je pense que oui. On s'arrête un instant avec Christian Page. Vous écoutez du Trisac l'après-midi. Au 98.5 FM. La puissance des mots. Je t'ai dit pas manger de fèves au lard avant de venir en onde. C'est dur sur le système. C'est un extrait du discours de Jean Charest. Ah ouais, ça ressemble à ça, le discours inaugural. Tout va bien, tout baigne. Hey, en passant, je veux juste dire que les gens ont de la misère à aller sur ton lien, sur la page. On travaille là-dessus. On a eu plusieurs courriels à ce sujet-là. On s'en occupe. OK, parfait. Donc, ce que tu viens d'entendre, c'est un cri de Sasquatch, hein, ou le Bigfoot, l'abominable homme des bois d'Amérique. C'est pas l'homme des neiges? Ben oui, on en a un dans l'Himalaya, mais on en a un également en Amérique du Nord. Okay. Donc, c'est l'abominable homme des bois. Oui, d'accord. Évidemment, s'il neige, il devient l'abominable homme des neiges. S'il pleut? Et s'il pleut, c'est... Okay, ça suffit. Pense à autre chose. Donc, voilà pourquoi en fait, ce lien... Oui. Et ce lien, en fait, c'est parce que il y a quelques jours, on a appris que la chaîne animalière, Animal Planet, se lançait à la recherche du légendaire Bigfoot ou Sasquatch. Donc, ils vont produire une série en 6 épisodes d'1 heure intitulée Looking for Bigfoot. Et là, évidemment, les gens d'Animal Planet se proposent de nous faire parcourir l'Amérique du Nord et de peut-être de répondre une fois pour toutes à cette question, oui ou non, est-ce que le Bigfoot ou le Sasquatch existe? Alors, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas l'existence de cette mystérieuse créature, alors je le rappelle, le Bigfoot, pour les Américains, au Canada, on l'appelle surtout le Sasquatch. C'est un mot ancien d'origine salish, les autochtones salish qui vivent sur la côte ouest du Canada et qui veut dire le vieil homme de la forêt. Et elle décrit en fait une créature qui mesurait à peu près 3 mètres à l'âge adulte, une créature simiesque, donc humanoïde, couverte d'une fourrure noire ou brune, sauf au visage et dans les mains. Et puis bon, qu'on raconte avoir observé dans les forêts. Souvent même dans les traditions autochtones, hein, cette créature apparaît bien avant l'avènement ou l'arrivée de l'homme
hommes blancs en Amérique. Les premiers récits, donc les premiers hommes blancs qui sont arrivés au Canada, par exemple, je pense par exemple à un dénommé Thompson, dès le 19e siècle, a rapporté avoir vu des empreintes géantes, dis-je, sur des glaciers près de Jasper, donc en Alberta, témoignant de la présence de cette mystérieuse créature. Donc depuis, les Américains l'ont appelé Bigfoot parce que la créature laisse des empreintes gigantesques derrière elle, et pour les Canadiens, on a réutilisé le nom de Sasquatch, nom d'origine autochtone. Donc voilà pour notre Bigfoot. Il faut dire que cette grande question... c'est quoi, c'est une télé-réalité? On cherche des candidats? Non, en fait, on se promène à travers l'Amérique du Nord et on rencontre des témoins qui nous parlent de cette créature, qui l'ont vue, donc des témoins oculaires. Et bien sûr, on essaie de parcourir la forêt dans l'espoir d'y trouver des preuves matérielles et physiques de la créature. Donc, il faut dire... Benoît, voyons donc, un peu de retenue. Ils ont de l'argent en production, eux autres, hein? Mais écoute, entre ça et Love Story, tu sais... Ouais, mais au moins, Love Story, tu sais que tu vas avoir des gnochons dans un sauna à moitié nu. Mais... Là, tu cours dans la forêt à la recherche de Bigfoot. Ça coûte cher en recherche. Ça coûte une beurrée. T'sais. Mais écoute, Benoît, fais preuve un peu d'ouverture d'esprit quand même. Non, je dois t'avouer que c'est vrai que si on parle du dossier du Bigfoot, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a aucun squelette, hein, aucun squelette n'a jamais été trouvé. Ouais, bon, d'abord, il faut s'entendre, lorsqu'on parle du Bigfoot, on ne parle pas d'une seule créature, il faut bien comprendre qu'on parle ici d'une petite population, des poches de population de plusieurs dizaines d'individus qui réussiraient à maintenir une population viable. Hein, j'imagine que tu as sûrement été dans l'Ouest canadien. Lorsqu'on survole les montagnes rocheuses, on constate qu'il n'y a absolument rien. Hein. Les gens s'imaginent souvent ici, au Québec, par exemple, une montagne, on la monte et de l'autre côté, on a le versant. Lorsqu'on arrive dans des montagnes rocheuses, par exemple, des cordillères comme celle-là, on monte d'un côté, on a pour 1000 kilomètres de sommet, puis on descend de l'autre côté. Donc, évidemment, des populations entières pourraient se dissimuler dans ces régions sans qu'on le sache. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que le dossier du Sasquatch n'a pas permis de produire des ossements. C'est la preuve matérielle ultime que les critiques ou les sceptiques ou les zoologues demandent pour accréditer l'existence de la créature. Mais le dossier n'en est pas forcément vide pour autant. Et il faut dire que jusqu'à maintenant, on a quand même dans le dossier du Sasquatch, des poils qui ont été proposés, qui ont été trouvés, qui ont été proposés, qui ont été remis à des zoologues, qui n'ont pas réussi à les identifier, à les associer à des espèces animalières connues. Donc, on est en présence. Ça ne veut pas dire que le Sasquatch existe, mais on a des poils d'une origine inconnue. On a également des enregistrements audio qu'on a entendus. Et c'est ça. Oh, excusez-moi, ça n'a pas passé. C'est la minestrone de cet après-midi-là. Oh, de la misère avec les... On a donc des enregistrements audio qu'on a fait entendre, qu'on a entendus. Et ces enregistrements audio ont été également confiés à des zoologues qui n'ont pas réussi à associer à aucun animal vivant dans les forêts d'Amérique du Nord. Bon, mais évidemment... Ah, mais je peux te mettre un nom là-dessus. Un gars qui a mangé des petites Ben Clark. Avec la conserve. Ça peut produire toutes sortes de choses. OK, c'est assez pour Bigfoot. C'est autre chose. Avant qu'on se quitte, il te reste 2 minutes. OK, bon, ben écoute, puisqu'on parle de ça, disons que au niveau de l'ADN, hein, passons dans le domaine un peu plus sérieux de l'ADN. Au moment où on se parle, il y a des chercheurs de l'Université Fraser en Colombie-Britannique qui essaient d'isoler un segment d'ADN de la salive de la célèbre aviatrice Amelia Earhart. À partir de lettres qu'elle aurait scellées avant son vol légendaire là, de 1937. Alors pour l'histoire, rappelons très rapidement, puisque le temps file, 1937, c'est une période héroïque de l'aviation et une femme, Amelia Earhart, une célèbre aviatrice, va entreprendre de faire un vol autour du monde à bord d'un appareil, un Lockheed Electra, spécialement modifié pour ça. Et puis le vol se passe assez bien au début. Amelia va devenir la première personne à faire, la première femme à faire un tel voyage. Et puis voilà que le 2 juillet 1937, après un arrêt à Lae, en Nouvelle-Guinée, elle est presque à la fin de son étape, de son voyage. Elle doit s'envoler, atterrir pour se ravitailler sur un tout petit îlot dans le Pacifique, l'île de Howland, qui est dirigée par les militaires. Hein. On se rappelle, on est juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Les militaires ont installé des baraquements là-bas. Donc, elle doit se poser sur l'île d'Howland, se ravitailler, ensuite gagner les îles Hawaï et puis le continent américain. Et là, elle aura fait le tour du monde. Okay. Malheureusement, peu de temps après son départ, Amelia contacte la tour de contrôle, en fait, les responsables sur l'île d'Howland. Elle raconte qu'elle ne les voit pas. Pourtant, elle est sûre qu'elle doit être au-dessus de l'île d'Howland. Dans l'île d'Howland, on a allumé des feux qui font un panache de fumée qu'elle devrait voir pourtant à 1000 kilomètres de distance. Elle ne voit rien. Et puis, évidemment, les communications deviennent de plus en plus angoissées. Et Amelia dit qu'elle craint pour ses réserves de carburant. Et puis voilà, bang, l'avion disparaît.
L'histoire d'Amelia Earhart va devenir la plus grande énigme de l'aviation. Où est passée Amelia Earhart? On a même une histoire de complot. On a raconté à un moment donné que Amelia Earhart était peut-être une espionne à la solde des Américains, dont le vol n'était en fait qu'une couverture pour espionner les installations nippones dans le Pacifique. Elle aurait pu être capturée par les Japonais et exécutée. La théorie la plus vraisemblable, toutefois, est celle d'un groupe d'historiens américains qui voudrait que l'avion se soit écrasé sur un petit atoll, l'île de Nakumaroro, qui se trouve dans le Pacifique. Et d'ailleurs, récemment, ils ont trouvé des ossements humains, et c'est pour ça qu'on essaie maintenant de localiser ou d'isoler l'ADN d'Amelia Earhart. Okay, pour faire le lien. Pour faire le lien. Et si ces ossements-là sont ceux d'Amelia Earhart, l'une des plus grandes énigmes de l'aviation serait résolue. Merci, Christian Page. Merci à vous d'avoir été là. Merci à Larry, à Maryse et à François. On se reparle demain midi.